première rencontre avec Robert Brown. Robert Brown, Yorana. Yorana. Et merci de me recevoir chez toi, à Rayatea. Tu as pris ta retraite à Rayatea. C'est-à-dire, après avoir travaillé, d'abord je me suis marié à Tahiti et quand je suis revenu de France en septembre 1976, le docteur Delbecq, mon chef de service, m'a dit « Bonne nouvelle, tu es affecté aux îles Souleymane pour l'hygiène ». Ma femme était déjà ici avec les enfants. Après le décès de mes parents en 65, ça fait que j'avais qu'une hâte, c'était de venir les rejoindre ici. Et donc, à partir de 76, j'ai ouvert l'antenne du service d'hygiène pour les îles Souleymane, Rayatea, Ta'a, Bora Bora, Huaïné et Maupetit. J'avais les 5 îles sous ma responsabilité. Donc, quand j'ai pris mon dernier congé administratif en France en 90, j'ai bénéficié d'une année supplémentaire parce que depuis le temps que je réclamais de me donner du personnel, tout d'un coup, ils se sont aperçus que j'allais partir à la retraite et il fallait former quelqu'un. Donc, on m'a donné François Tetouanoui de Tapuamu Ata'a pour que je le forme avant d'utiliser mes congés restants, partir en France et revenir le 5 octobre 90. J'ai profité de me faire opérer des cataractes à Tahiti et de revenir après, ayant pris ma retraite fin novembre 90. Alors, normalement, quand tu prends ta retraite telle date, tu as droit à ta solde du mois entier. Ben non, je suis né le 27 novembre. On m'a payé du 1er au 27 novembre. C'est mesquin. Ah oui. J'aime mieux te dire que depuis ce moment-là, il ne faut plus me demander de faire des traductions ou de faire ci, faire ça. Je dis niet, j'ai suffisamment donné. J'ai commencé à travailler début 46. Quand j'ai quitté l'école, après mon BE, le 13 décembre 45, je suis revenu à Rayatea, rejoindre mes parents ici, et une fille sans cœur qui voulait s'arrêter, qui était au service du ravitaillement, j'ai pu avoir la place. J'ai donc commencé le 15 février 45 ici, jusqu'à la fin du service du ravitaillement, au moment où le ravitaillement n'allait plus fonctionner. C'était un service qui avait été créé pour la guerre ? Oui, pendant la guerre, pour faire la distribution du sucre, du riz, des produits alimentaires, pour éviter le marché noir, tu vois. Qui a quand même existé ? Oui, en douce. Il y a eu quelques exemples à Tahiti. On nous a même envoyé ici un juge, le juge Rameau, et le chef des douanes pour venir contrôler notre comptabilité et tout ça. Et ils étaient prêts à nous inculper et nous ramener à Tahiti avec la Tamaramak dépôt. On était honnêtes, n'ont rien pu trouver. Alors ça fait que ils sont venus, c'est reparti les mains vides. Je vais te poser quelques questions sur ce service de ravitaillement. C'était du riz, du sucre, du lait que vous receviez ? Les quantités arrivaient de Tahiti et l'administration nous donnait le nombre de personnes à desservir dans chaque district, si tu veux. Il y avait les petits ravitaillements qui faisaient la distribution et nous, on était là pour répartir À ce moment-là, c'était 1 kilo de sucre pour 15 jours, 1 kilo de riz. Là, il fallait donc peser, tout préparer à l'avance pour que le mercredi, par exemple, qui était le jour où le monde arrivait pour faire leurs achats en gros. Oui, parce que c'était le jour du marché. Voilà. Alors, il y avait Alfred Hart, le patron. Il y avait Marcel Tixier, le premier maire de Touroua. Le vieux Tounoui et moi-même, nous étions 4 au ravitaillement. Fallait donc peser les quantités de sucre, de riz, marquer sur les sacs tant de kilos pour tel endroit, tout ça. Et il arrivait des fois que les 2 patrons avaient la goutte en même temps, crise de goutte. Oh. Alors j'étais tout seul pour faire la vente en gros, la vente au détail.
et faire tourner la boîte, quoi. Il n'y avait pas de tickets, c'était... Si, il y avait des petits tickets qu'il fallait couper. Le ticket numéro tant, c'était pour le sucre, le numéro tant, c'était pour le riz, ainsi de suite. Et il fallait donc couper et ensuite coller sur un grand carton pour les contrôles après. Donc j'ai travaillé là jusqu'à la fermeture du ravitaillement. Oui, ça s'est fermé parce que finalement, le ravitaillement commençait à revenir. Voilà. Mais est-ce que quelquefois il y a eu un manque? Est-ce que des gens ont été vraiment dans le besoin? Non, je ne peux pas dire qu'on a été dans le manque. C'était surtout les fumeurs qui avaient besoin de leurs cigarettes. Ah, qui étaient aussi contingentés, qui étaient aussi... Oui, alors j'habitais chez mes parents. D'ailleurs, voilà notre petite maison là en bas, en iao et bambou. Et comme je ne fumais pas, mes parents non plus, j'ai changé mes tickets de cigarettes pour des tickets de riz et de sucre. C'était possible de le faire? Oui. Avec les tickets, les contrôles, tout ça, c'était possible de le faire. Et d'ailleurs, pour ainsi dire, je n'ai jamais fumé, sauf à un moment donné, je fumais la pipe. Mais j'ai remarqué que ça irritait ma gorge, alors j'ai préféré arrêter, mettre toutes mes pipes dans des récipients en porcelaine, comme ça. En souvenir. En souvenir. En souvenir de ce qui n'est même plus une tentation. Robert, j'aimerais que nous ayons en ce début d'émission une pensée en chanson pour Henriette Winkler, qui, comme toi, était très attachée à son île de Raiatea. On habitait ce petit faré-là, qui se trouvait là en bas. C'était juste après la guerre. Papa voulait qu'on fasse celle-ci. La maison où nous sommes. Oui, alors le problème c'était que le bois était contingenté. On ne pouvait pas avoir les commandes en une fois par exemple. Donc il fallait faire les commandes de bois en plusieurs fois. Donc il fallait patienter. Patienter. Alors j'ai fait l'architecte dessinateur. Comme j'étais assez bon en dessin à l'école, alors j'ai fait trois plans pour cette maison. Le premier plan était de telle dimension par telle dimension, un peu plus petit que celle-ci. Et puis là-dessus, voilà qu'on nous annonce qu'on va démolir le vieux temple protestant pour le refaire en dur. Et je savais que je pouvais avoir du très bon bois, du bouveté, importé à l'époque de San Francisco par mon grand-père Higgins, et que donc je pouvais avoir des quantités de bois bien secs, quitte à le retraiter et tout. Après ça, voilà qu'il y a eu des disputes des diacres avec le pasteur. Ça commençait à traîner. Alors mon père m'a dit, bon, dessine-moi un troisième jeu de plomb, qui est alors celle-ci. Et est-ce que vous avez utilisé finalement ce bois du temple? Non, j'allais pas attendre qu'il se décide à le démolir. Alors, on a fait notre commande par petite quantité. On avait fait la toiture, on avait fait toutes les traverses et tout. Et quand on recevait le bois, on l'entreposait ici dedans, posé de façon à ce qu'il sèche bien. Regarde, ça n'a jamais été remastiqué, mes cloisons. J'ai pris le temps de bien faire sécher le bois, de le traiter, et cette maison a 50 ans passé. Elle est en bon état. Dès qu'il y a un petit quelque chose, on fait les réparations tout de suite. Et donc... Tu restais à ce service du ravitaillement jusqu'au jour où il n'avait plus de raison d'exister. Alors à ce moment-là, j'avais M. Grosjean, un bon copain, Raymond Grosjean, qui faisait des speedboats. Alors j'allais bricoler chez Raymond, apprendre à faire des petites vedettes rapides, hors bord, tout ça, jusqu'en 50, où, étant descendu à Papeete pour une tante qui était malade, elle était parkinsonienne. D'habitude, ma mère allait seule. Pour une fois, mon père m'a dit, tu vas aller avec ta mère s'il y a des courses à faire à Papeete
pour la pharmacie, les médicaments, tout ça. Tu vas aller. D'habitude, il se débrouillait pour faire sa tambouille tout seul. Alors, je suis donc parti sur Papeete avec ma mère. C'était au mois de mai 50. Et lors d'une course de bicyclette qui se déroulait sur le front de mer à Papeete, j'aperçois cette fille là-haut. Ah, j'ai dit, tiens, voilà le genre de fille que j'aimerais épouser. Et comme à l'époque, j'avais des fréquentations qui ne convenaient pas à mes parents, j'ai dit, c'est l'occasion, je vais faire sa demande. On s'est fiancés. Je suis revenu terminer certains travaux de maçonnerie ici, sur les terrasses, là. Je suis reparti à Tahiti passer les fêtes de juillet avec ma fiancée et on a fixé la date de notre mariage, 21 octobre 50. Mon père m'a dit, tu finis la maison avant de te marier. Je dis, t'inquiète pas, papa, je peins les fenêtres à main levée. À la montre, tant de minutes, une moitié de fenêtre. On avait une équipe de travailleurs ici avec nous. Et à 5 heures, eux rentraient chez eux. Moi, je continuais jusqu'à ce que je ne vois plus. Il n'y avait pas d'électricité à l'époque. Enfin, quand j'estimais que j'avais fait ma part du travail pour la journée, je rentrais là chez les parents. Et j'ai terminé la maison 2 semaines avant la date prévue pour le mariage. J'ai dit à mes parents, bon, moi je pars à Tahiti, vous venez la semaine prochaine. Moi, je finis ma part, je m'en vais. Ils sont donc venus la semaine d'après et on s'est mariés comme prévu le 21 octobre 50. Dis-moi, Paulée était tahitienne, n'était pas de Raiatea? Non, c'était une fille Bombridge. Sa mère était une fille Graff et Paulée était famille avec la famille Bombridge de Tahiti. Son père est mort 15 jours avant notre mariage. Mais tante Antonie a dit, du moment que vous avez fixé la date, que c'était entendu avec Papa Tamé, mariez-vous, ne changez rien. Alors on a fait un petit mariage simple que les oncles, les tantes, la famille intime t'invitaient. Et je devais commencer à travailler chez Donald à Tahiti pour me mettre au courant, pour venir ici et m'occuper du magasin Donald comme j'avais travaillé au ravitaillement, tout ça. La vente en gros, en détail. C'était entendu avec les directeurs de la maison Donald. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Tixier, maire d'Uturo, conseiller à l'Assemblée territoriale, a tout fait pour accorder un bail de 30 ans. Alors André Juantin m'a convoqué, il m'a dit que c'est pas possible, ils peuvent pas faire l'investissement sur un délai aussi court. Ils avaient pensé demander 30 ans, qui auraient payé l'installation, tout ça. Donc voilà mon job qui tombe à l'eau. Je te reprends, tu as dit que vous aviez demandé 30 ans et que vous n'avez pas obtenu 30 ans. Non, c'était la maison Donald. Qui voulait un bail de location. 30 ans de location, avec concession maritime, tout ça. Et Marcel Tixier n'a pas voulu. Ben non, comme il était plus ou moins comptable commerçant, ça lui fait des concurrents, tout ça. Alors ça fait que Donald a dit non, on ne peut pas investir sur 10 ans. Alors me voilà obligé de trouver un autre travail. Certes, c'est ennuyeux pour toi, mais on peut comprendre le refus de la maison Donald d'établir pour si peu de temps un comptoir à Raiatea. Pour nous, tout va s'arranger en chanson. Tahiri no amai, te hue to e to,
C'est comme ça, avec le cousin de ma femme, Ben Bambridge, on a demandé du personnel à l'Institut de recherche, c'était pas encore Maladé, c'était l'Institut de recherche de l'Océanie. Je me suis présenté pour le job. On avait comme directeur le docteur Huls, H-E-U-L-S. Ben me le présente, me regarde de la tête aux pieds, on dit ben je crois qu'il fera l'affaire. Me voilà embauché à l'Institut où j'ai travaillé donc depuis le 19 février 51 jusqu'à la fin de mon travail à l'Institut en fin 68. Et c'est après que j'ai passé au service d'hygiène à Faréouté là-bas avec Delbecq et Ben Bambridge justement. Ça a été une période quand même fascinante aussi, l'Institut. Ah oui. Parce que c'était le début de beaucoup de choses. Mais dis-moi, Paulée, alors, elle était contente de rester à Tahiti. Mais toi, c'était un exil, tu quittais complètement Raiatea. Oui, mais enfin, il fallait faire avec. Alors, on a donc construit notre maison sur un terrain que ma mère possédait à Papeete, au boulevard d'Alsace. Le plus petit boulevard, je crois, qu'il existe au monde. Le seul boulevard si petit. Homologué boulevard à Papeete. Ça fait que je me suis contenté... C'était le quartier Manohoe. Voilà, à Manohoe. Je me suis contenté donc de travailler sur Papeete, d'attendre les congés annuels pour revenir me replonger dans le bain à Raiatea, d'aller un peu à la pêche, d'aller à Ta'a, de vivre ici. On avait la maison de famille. Il y avait 2 chambres, la chambre de papa et une chambre pour nous 2 derrière. Quand on était là, ma mère avait son sofa et on venait avec Ronald d'abord, avec Patrick après, mon deuxième. Ma fille, elle est née en 66. Ah, elle n'a pas connu mes grands-parents. Elle est née 9 ans et demi après Patrick. Robert, en quoi consistait ton travail à l'Institut Malardé? Je te préviens tout de suite, nous reviendrons à la fois sur ton père, sur ta mère, sur Raiatea. Là, on va continuer ton curriculum vitae, si tu veux. Je m'occupais au début de la filariose avec Jean Tapou. Le premier qui arrivait les jours de clinique, préparer le matériel, stériliser tout ça. Et où Jean ou moi on commençait la clinique. Et pour finir, j'ai dit à Jean, bon écoute, tu vas prendre la clinique, moi je vais faire les bandages des jambes faits avec la pâte de Una pour dégonfler les jambes et tout. Parce qu'on avait un certain médecin à l'époque, je tairai son nom, qui prenait la clinique pour un coin de rendez-vous. Alors j'ai dit, Jean, si toi tu as des problèmes avec ta femme, ça me regarde pas. Mais moi, je m'entends bien avec Paulée, j'ai pas envie d'avoir des problèmes à cause de ce médecin. Je m'entends très bien avec mon épouse, alors prends la clinique, moi je prends les bandages. Et puis, au mois d'avril 51, peu de temps après avoir commencé à travailler là, il y a eu l'épidémie de polio à Tahiti. À peu près 150 cas sur Papeete et autant à Tarawa, à la presqu'île, où il y avait le passage des cas de polio. Et comme j'étais le seul qui parlait couramment l'anglais à l'Institut, on m'a rappelé à l'Institut pour m'occuper de préparer les échantillons pour les expédier congelés en Amérique avec Dr. Dorothy Horstman de Yale qui était venu pour s'occuper de faire préparer tous ces échantillons. Donc ils ont mis quelqu'un d'autre à Fa où j'avais commencé à faire la cartographie et tout. À partir de ce moment-là, on m'a gardé tout à fait à l'Institut. Ensuite, le docteur Markel est venu. Il m'a appris la parasitologie intestinale. Alors, pendant des années, pendant 9 ans, j'ai été le roi de la merde. Tous les examens de sel, c'était moi qui les faisais. Alors, comme je pas disais, très agréable. Ah, j'étais habitué, hein. Les copains venaient, je cassais une croûte, un sandwich. Ah, t'es dégueulasse, viens dehors, tout ça. Ça pue dans ton laboratoire. Je dis, ben, qu'est-ce que tu veux? J'analyse les échantillons de merde. Mais ça m'a bien servi tout ça. Comme j'ai dit, il n'y a pas de saut-métier, il y a des sauts de gens. Et quand il y a eu les cas de méningite à éosinophile, quelques années après, j'ai travaillé avec le docteur Alicata de l'université d'Hawaï pour l'aider dans les recherches et tout. Et Joe m'a dit, pourquoi tu ne demanderais pas une bourse à l'université d'Hawaï? Tu es jeune, tu as fait des études jusqu'à un certain niveau. J'ai dit, ah si, ça m'intéresserait, j'en parle au docteur Massal,
qui était notre directeur à l'époque. Ah, il dit, je connais bien le chancelier de Histoire Center, Dr. Spohr. Demande-lui de se renseigner et je t'appuierai. Alicata est reparti sur Honolulu. Il m'a envoyé tous les formulaires à remplir, en 2 exemplaires, photos à l'appui. Mes parents étaient à ce moment-là. Je tape tout ça à la machine. Mon père me dit, mais tu es fou, tu n'as jamais été à une école américaine. Qui va t'accepter pour un stage? Je dis, écoute papa, tant que je n'aurai pas frappé à toutes les portes, je ne m'avouerai pas vaincu. Qu'est-ce que ça me coûte de remplir 2 formulaires, de faire une demande? Alors j'avais Alicata, Massal et le professeur Kessel de UCLA. J'avais 3 professeurs, 3 parrains, 3 professeurs. Et Alicata qui suivait le dossier sur place, il leur a dit, écoutez, donnez sa chance à Bob, donnez-lui 1 an pour commencer et vous verrez bien. Mais moi, je dis qu'il est capable. C'est comme ça qu'en août 62, je reçois ma réponse, acceptée pour 1 an. J'ai dit à ma femme, c'est tout ce qu'il me faut, c'est le pied dans la porte. J'ai tout préparé. Je suis parti à l'université d'Hawaï pour suivre 4 cours, c'était à l'époque microbiologie, environnement, tout ça. Tu étais le premier Polynésien? Premier Polynésien, le consul de France à San Francisco, M. Badevant, est venu au Histoire Center pour offrir le drapeau français. Au Histoire Center, photos, tout à l'appui, articles de presse. J'ai donc été le premier Tahitien à avoir été accepté au Histoire Center. Comme j'ai dit, bon, moi je vais débrousser le chemin, ça permettra peut-être à d'autres par la suite. Nous étions 28 pays du Pacifique représentés et j'étais le seul Tahitien. Quand il y avait les élections au conseil d'administration, je votais pour moi-même. J'étais tout seul. Pour meubler ta solitude, écoute la voix d'Alex Salmon et de Zaza Sarcio. Et puis, de fil en aiguille, le premier semestre, mes notes n'étaient pas trop mauvaises. Alors, chancelier Spohr me convoque, me dit, pour un gars qui a quitté l'école depuis 18 ans, tes notes sont pas mauvaises, demande une 2e année, on va te l'accorder. Quand on te dit, tu demandes. Et Paul était venu me rejoindre à Honolulu à l'époque. J'ai dit, voilà, on m'offre une 2e année. Une seule année, c'est pas assez pour apprendre tout ce que je veux apprendre. Si tu veux bien que je reste une 2e année, tu viendras me rejoindre de temps en temps. Alors elle s'occupait des garçons à Tahiti,
qui étaient à l'école, Ronald et Patrick. J'ai fait ma demande qui m'a été accordée et quand j'ai reçu la réponse que c'était d'accord, je passe voir Dr Alicata qui était mon parrain et en même temps mon sponsor là-bas. Il me dit, qu'est-ce que tu as l'intention de faire durant cette deuxième année? Je dis, j'ai même pas pris le temps d'y penser encore. J'ai fait ma demande et j'ai été accepté. Il me dit, tiens, lis ça. Des cours de recyclage au Centre des maladies infectieuses à Atlanta, en Georgie. Premier haïtien suivant des stages à Atlanta. J'ai fait mes demandes et Dr Kagan, qui était sur place là-bas, m'a appuyé. Howard Klein, au département de la santé à Washington, D.C., m'a appuyé. Le sénateur Dan Inouye, Hiram Fong, le député de Honolulu là-bas. Dis donc, tu étais la vedette. Ah oui, c'est quand tu as la chance qui se met à ta disposition, il ne faut pas hésiter. Je suis donc arrivé à Atlanta le 2 décembre, en plein hiver. C'était lugubre, plus de feuilles sur les arbres, tout ça. J'ai dit, bon... C'était pas Honolulu, hein? C'était pas Hawaï. C'était plus Honolulu, c'était Oui. Mainland, Atlanta. C'était très bien ces cours-là parce que pendant 1, 2 ou 3 semaines, ou même certains 1 mois, des cours très spécialisés où tu suivais un sujet. C'était pas une semaine là, 2 semaines là, ainsi de suite, non. Tu suivais un sujet pendant que durait ce stage-là. Telle maladie, tout ça. Et j'ai donc ramené tous mes devoirs corrigés. Il fallait voir l'accueil que j'ai eu à Tahiti quand je suis revenu. Mais je me doute que tu as été... Tu comprends, il a été étudié chez les Américains, patiti patata. Et puis, on me dit, bon, il est 11h, c'est l'heure d'aller faire ma tambouille, reviens à 2h et amène tous tes cours. Bon, 2h, j'ai planqué tous mes cahiers sur son bureau à l'Institut. On était toujours à l'Institut à l'époque. Et il feuillette, puis il tombe sur un cours que j'avais suivi là-bas sur la rage. Il me dit, quoi? Tu vas me dire que tu as préparé du conjugué immunofluorescence sur la rage? Je dis, mais docteur, c'est mon écriture, c'est personne d'autre. Puis si tu veux pas me croire, j'ai envoyé un fax là-bas, d'envoyer mon tube que j'ai laissé au Revco à moins 70. Je n'allais pas trimballer ça à travers les États-Unis parce que après mon stage à Atlanta avec ma femme, nous avons eu le voyage payé à travers les États-Unis. C'est une belle récompense. Ah oui. Ça fait donc que à mon retour à Tahiti, tu vois un petit peu les jalousies, tout ça. Même mieux que ça, on m'a préparé des inconnus en se disant il ne saura pas répondre à ça. Et ce jour-là, après avoir discuté dans son bureau, il me dit, bon, venez, je vais vous présenter des inconnus, vous allez me répondre. Je dis, bon, allons-y, docteur. Et j'ai su après par les copines Catherine, Théra, Monique, tout ça, qu'ils avaient préparé des cultures en mycologie, en champignons, en se disant, on va préparer une inconnue, Brown ne saura pas répondre à ça. Alors, 3 tubes, on me dit, ça, qu'est-ce que c'est? Je dis, une gigelle. Bon, c'est juste. Et ça, qu'est-ce que c'est? Je regarde la couleur, tout. Le type de culture. J'ai dit, mais docteur, c'est un Trichophytum rubrum. Il m'a regardé comme s'il avait reçu un coup sur la tête. Il dit, mais tu connais ton boulot? Je dis, ben, posez-moi les questions, je vous donnerai les réponses. Après ça, c'est lui qui faisait de la propagande pour moi à l'hôpital. Ah, ne posez pas de questions. À Brown, sur la mycologie, il en connaît un sacré rayon, hein. Mais alors dis-moi, quand j'ai dit que tu étais reçue comme une vedette, je me trompais. Tu as été reçue qu'avec une certaine méfiance, une certaine jalousie. On s'est dit, il en sait trop? Peut-être, mais... Mais petit à petit, tu as reconquis ta place et... Quand on a eu donc fini à Atlanta avec Paulet, on a pris l'avion pour Washington, D.C. Là, je dis à Paulet, tu vas souffrir, tu vas peut-être attraper des ampoules aux pieds, mais... Je tiens à aller dans tous les services des fédéraux des États-Unis et tout, où j'ai eu ma formation, remercier ceux qui m'ont pistonné, qui m'ont fait confiance. C'est comme ça qu'avec Hiram Fong, Dan Inouye, Howard Klein, et ensuite à Honolulu avec le docteur Casey Lee, qui était le chef du département d'hygiène publique de Honolulu, qui avait accepté que chaque fois que c'était les vacances, qu'il n'y avait plus de cours à l'université, que j'étais le bienvenu à Kinahuale.
à côté du Queen's Hospital, où je pouvais continuer à me perfectionner. Tel labo, tout ça, j'ai refait encore le tour de toutes ces matières. Et avant de quitter Honolulu avec ma femme, ils nous ont offert un smorgasbord, un des restaurants de Waikiki, en remerciement pour tout le travail que j'avais fait chez eux. On est donc revenu sur Tahiti. Après un parcours de remerciements bien intéressant. Et donc... Là, l'accueil a été moins chaleureux, si je comprends bien. Non, à Honolulu, l'accueil était super sympa et tout. Non, c'est à Tahiti. Ah, à Tahiti. Quand le chef du labo, Dr. Cholamer, m'a posé ces questions, j'ai dit maintenant, permettez-moi de vous en poser une. Qui vous a dit de me recevoir de telle façon, alors que le matin du jour où il m'a présenté, on avait comme directeur à l'époque, le docteur, c'était peut-être un très bon pédiatre, un bon médecin, mais c'était pas un directeur, il savait pas mener son personnel. Il me dit, attendez là, même pas la politesse de dire, venez, je vais vous présenter avec celui avec qui vous allez travailler. Donc l'après-midi, après m'avoir posé les questions, je dis, alors dites-moi, qui c'est qui vous a dit de me recevoir comme ça? L'autre con là-haut m'a dit, oui, c'est exact. Je dis, bon, ça va, j'ai bien deviné. Eh bien, je continue à faire mon boulot jusqu'au moment où j'ai quitté l'Institut. J'ai eu d'autres directeurs, j'ai eu le docteur Saugrain, j'ai travaillé avec Varieras, avec tous les médecins français du laboratoire qui travaillaient là à l'époque. Je me suis toujours bien entendu avec. Et fin 68, j'ai quitté l'Institut pour aller au service d'hygiène avec Delbecq et Ben Bombridge. Tu nous as parlé tout à l'heure de l'épidémie de polio. Elle avait fait des ravages considérables. Oui, il y avait à peu près 150 cas sur Papeete et 150 cas sur la presqu'île. À Tarawa, tu vois, tout le monde se croisait là, que ça soit Tautira, Poué ou tout ça. Et on connaissait l'origine de cette épidémie? Ça a été déterminé justement grâce à tous ces échantillons que je préparais, mettre la mer dans des tubes avec de la glycérine, tout ça, mettre dans le congélateur et puis faire des paquets pour expédier sur les États-Unis. Même pour le docteur Kessel, j'ai travaillé avec des échantillons de toxoplasmose, tout ça. En plus de mon travail normal, je faisais du travail pour ces professeurs américains-là. Et est-ce qu'il y a eu des cas mortels de poliomyélite? Je ne me souviens pas tellement, mais je sais qu'il y a eu des paralysies. Et tu parlais du féfé, tu faisais les bandages. Voilà quelque chose qu'on voit moins maintenant. Oui. À l'époque, c'était encore très fréquent. Très fréquent. Et alors, on faisait des bandages sur les jambes et les phantiasis. Avec, d'ailleurs, si tu regardes dans le mémorial, il y a des photos qui sont hallucinantes. Des photos là-dedans où je suis en train de faire les bandages avec tout le personnel de l'Institut qui avait été photographié à l'époque. J'avais 23 ans, j'étais tout jeune. Eh ben, pour faire ces bandages, on préparait une mixture avec de la glycérine, de la gélatine, de l'oxyde de zinc en poudre. Il fallait tout faire, chauffer ça, cuire, faire un mélange. Et quand ça s'était un petit peu refroidi, après avoir désinfecté les jambes avec du zéphiran, on appliquait ça avec du coton, un tampon de coton et une grande pince dans la pâte de Una, ça s'appelait U2NA.
On mettait ça sur les jambes éléphantiasiques, on recouvrait d'une couche de gaz et ensuite avec les bandes élastiques, il fallait commencer par le bas, remonter jusqu'au genou, quoi, pour aider à désenfler Et sur certains cas, on a eu de très bons résultats, ça désenflait jusqu'à un volume à peu près potable, quoi, au lieu d'être énorme. Comme ça, énorme. Hein. Est-ce que ça soulageait la douleur en même temps? C'était pas tellement la douleur, c'était surtout encombrant quand ces gens-là se déplaçaient avec des jambes énormes gonflées comme tout, à bourreler, c'était... À l'époque, on avait même des photos à l'Institut pris de malades de Montréal, par exemple. Le pauvre, il avait les 2 bras éléphantiasiques, le scrotum, les jambes. Il avait même une canne de chaque côté pour aider à soutenir le poids de ses avant-bras et tout. Le pauvre, il devait habiter un coin où c'était plein de moustiques et de recontamination. Perpétuelle, oui. Ça, quand même, il faut reconnaître que la médecine a fait des progrès et qu'on ne voit plus. Oui. Ces jambes monstrueuses, ces bras déformés. Oui, il y a des distributions de notésine avec un deuxième médicament maintenant qu'on donne en même temps que la notésine. Et pendant quelques années, j'étais à la clinique jusqu'au moment où j'ai passé au bandage et Jean Tapou a pris la suite à la clinique. Alors donc, fin 68, ça y est, on te propose le service d'hygiène. C'est-à-dire que c'était un peu complémentaire, c'était quand même toujours dans le même domaine. Oui, dans le même domaine. Hein. Et ce service d'hygiène, à Raiatea ou à Papeete? À Papeete, à Whareute. À Whareute, avec Dr Delbecq, Dr Cassio, à l'époque était toujours notre directeur. Et Ben Bombridge, lui, il s'occupait de notre partie. Il avait, lui, été à Londres faire des études en hygiène sanitaire. Moi, j'avais été de mon côté à Atlanta. Donc, nous sommes revenus tous les deux. On nous a transférés de l'Institut à l'hygiène territoriale. Et à ce moment-là, on a eu des contrats avec le territoire pour consolider, si tu veux, notre fonction et tout. Et c'est en septembre 76, à mon retour de mon premier congé administratif en France. Premier congé administratif en France. Parce que depuis le temps que tu étais quand même fonctionnaire. Oui. Eh bien non, je n'étais pas fonctionnaire. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai pu bénéficier du contrat que j'avais signé en début 69, après avoir quitté l'Institut, que j'ai pu bénéficier de 3 mois de congés payés en France, billets et séjours, et ça a été le premier. Ensuite, en 81, je suis allé faire un deuxième séjour à Paris, quand mon fils cadet, Patrick, a eu son accident et qu'il était à l'hôpital du Val-de-Grâce. Là, on est resté plutôt sur Paris. J'ai pu faire quelques visites à des amis qu'on avait connus en 76. Et finalement, en 90, on est allé pour le 3e et dernier congé administratif. On a tout fait en train avec Paulet. Avec mes cataractes, je ne voulais plus conduire et avoir des problèmes de vue. Alors, on téléphonait aux amis, venez nous attendre à la gare. Puis comme ça, on a fait notre tour de France avant de rentrer au territoire. Et donc, tu as été au service d'hygiène à Papeete, mais est-ce que tu es revenu à Raiatea après? En 76, j'étais, depuis le 1er janvier 69, j'étais au service d'hygiène à Whareute. Et c'est en 76, donc à mon retour de mon premier congé administratif, que Delbecq m'a dit, ça y est, le poste a été créé à Raiatea. Tu vas partir à Raiatea, tu vas t'occuper du service d'hygiène pour les 5 îles, Raiatea, Ta'a, Bora, Huahine et Mopiti. C'est donc à ce moment-là que j'ai ouvert l'antenne du service ici. J'étais tout seul, j'étais devant, j'étais derrière, j'étais tout seul à l'enterrement. Mais ce qui était embêtant, c'est quand j'étais obligé de partir dans les îles, il n'y avait personne au bureau. Alors j'étais obligé de mettre un écriteau sur la porte, service fermé, absent, parti à Bora pour ton jour ou à Huahine. Quel était ton travail exactement là au service d'hygiène? Eh bien, c'était contrôle sanitaire des magasins, contrôle des plans de maison, contrôle des fosses septiques et tout ça. Enfin, tout ça, ça rentrait dans le cadre du contrôle du service de l'aménagement, quoi. Hein. Tu n'étais pas toujours bienvenu, probablement, dans les magasins, par exemple. Ah oui. Enfin, il fallait faire mon travail. Hein. Mais j'avais une façon de leur parler,
puis de leur laisser leur chance d'améliorer peut-être. D'améliorer, de leur dire faut plus faire comme ça. Hein? Les boîtes de conserve, il faut surveiller, il faut pas continuer à laisser des boîtes périmées sur vos étagères et tout. Bon, pour cette fois-ci, je vous parle. Si vous voulez pas écouter, la fois d'après, vous aurez des contraventions et tout. Comme j'avais droit de distribuer des contraventions pour les élevages de porcs, tout ça, ça rentrait dans le cadre de mes activités. Même les plans de maison. Les plans de maison, on se réunissait au service de l'urbanisme toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, suivant la quantité des dossiers à voir. À ce moment-là, je vérifiais si tout était correct au point de vue plan de maison, tout ça. En tout cas, le côté intéressant de cette nouvelle fonction, c'était d'aller dans les îles. Oui, j'arrivais à me déplacer et de voir que les normes soient respectées. Et tu as aimé ce travail? Ah oui, j'ai beaucoup aimé. Hein. Autant que l'autre, autant que le précédent. Enfin, quand j'étais à Tahiti, c'était un autre type de travail. Ici, dans les îles, c'était intéressant, surtout du fait que je revenais dans mon île natale. J'aimerais, Robert Brown, qu'après avoir suivi ton parcours professionnel, nous évoquions tes parents, tes grands-parents. Tu portes un nom de consonance américaine. Tu nous as dit que tu parlais anglais. C'était ma langue maternelle avec mes parents. Avec eux à la maison, je ne parlais que l'anglais, le tahitien avec ma mère. Comment avec ta mère, le tahitien? Puisqu'elle était Higgins, elle était plutôt américaine. Elle parlait l'anglais couramment. Et du côté de ma grand-mère, je vais te dire quelque chose qui va te surprendre. Nous descendons des Tamatoa. Du roi de Raiatea. Du roi de Raiatea, par ma grand-mère maternelle. Donc, mademoiselle Higgins, ta mère, avait déjà du sang polynésien. Du sang polynésien. Moi, je suis 1/8 polynésien. Si tu veux savoir tout, ma composition, ta formule. Ma formule sanguine, mon grand-père Brown est né à Chicago, de pure souche allemande. Et lui a décidé de partir en Californie à l'époque de la ruée vers l'or, où il a rencontré et épousé ma grand-mère qui était irlandaise-écossaise. Ça fait déjà, papa avait déjà un bon mélange. Après la Première Guerre mondiale,
où mon père était engagé volontaire dans l'armée française. Si tu regardais ici devant sur le mur, il y a des photos. Tu verras mon père en tenue de militaire en France. Dès que l'Amérique s'est engagée en 1917, mon papa qui finissait ses études à l'université de New York en journalisme, c'était son sujet, le journalisme, il s'est engagé dans l'armée française. Parce que avant l'entrée des États-Unis en guerre, il y avait beaucoup de réservistes américains qui étaient déjà ambulanciers dans l'armée française, dans les sections sanitaires. Donc c'est comme ça que quand les États-Unis sont rentrés en guerre, les réservistes étant rappelés dans leurs unités d'origine, la France s'est trouvée à court d'ambulanciers. Et c'est le maréchal Joffre qui est venu aux États-Unis voir le président Wilson, comme ils avaient certaines affinités, pour lui soumettre le problème qu'on manque d'ambulanciers. Et Wilson a dit, on va soumettre la question aux universités. Et c'est comme ça que papa, qui était à l'université de New York, s'est engagé volontaire pour la durée de la guerre. Ils ont eu, je crois, 1 mois de formation, d'après ce qu'il m'a dit, en Pennsylvanie. Et ensuite, ils ont embarqué sur des paquebots avec leurs ambulances Ford pour aller à Saint-Nazaire. Ils ont débarqué à Saint-Nazaire. Heureusement que j'ai un père qui m'a raconté tout ça quand j'étais gosse, que j'ai jamais oublié. Et de Saint-Nazaire, toute la colonne d'ambulance est montée jusqu'à Paris. Ensuite, ils ont été répartis un peu partout. Et c'est comme ça qu'en 1976, quand nous étions en France avec ma femme et ma fille, j'ai fait un peu un pèlerinage. Nancy, Lunéville, Baccarat. Alors j'ai profité de visiter un peu les coins où papa avait été. Et du côté d'Ypres et d'Amiens, il a été gazé, papa, la gaz moutarde. Oui, c'est-à-dire que sa santé était complètement compromise. Il avait un masque à gaz, mais il ne savait pas qu'il était défectueux. Donc il a inhalé ces gaz. Ce n'est qu'après 1918, quand il a été démobilisé de l'armée française, qu'il est venu en Polynésie. Et pourquoi ? Qu'il a fini ses études en tant que journaliste. Il cherchait à cette époque-là des sujets à traiter sur la vie polynésienne. Et à ce moment-là, il habitait à Tahiti, à l'hôtel Tiare, et avec Robert Dean Frisbee, un autre Américain, avec Captain Norris et papa, ils avaient fondé le News and Pictorial Syndicate of the South Seas, le syndicat des nouvelles, des photos, des mers du Sud. Et à l'époque, avec la Union Steamship Company, il y avait un bateau qui montait tous les mois sur San Francisco et un qui descendait. Donc c'est comme ça qu'ils pouvaient expédier le courrier, et pas d'avion à l'époque, mais par les bateaux de la Union Steamship Company pour les journaux de San Francisco. Il exerçait son métier. De qu'est-ce qui lui avait donné l'idée de la Polynésie ? C'est parce qu'il avait entendu parler des mers du Sud ? Oui, c'était un peu le rêve ? Oui, et puis il écrivait pour Adventure Magazine aussi. Alors, à l'époque, c'était la Polynésie, les mers du Sud, tout ça. Et il a rencontré une fille Christian, descendant de la Bounty. Il s'est fiancé avec, il est reparti en Amérique travailler, mettre des sous de côté pour revenir se marier. Et entre-temps, il a appris qu'elle avait levé la patte. Ah! Alors, ça n'a pas duré longtemps les fiançailles. Papa a annulé ses fiançailles et à ce moment-là, il a rencontré ma mère. Qui, elle, vivait à Tahiti. Oui, elle faisait la navette des fois. Elle était chez mon oncle et ma tante à Patutoa, cette belle maison là-haut qui a été démolie depuis. Oui. Et donc, ils se sont fiancés. Papa est retourné 2 ans encore en Amérique et c'est en 1924 qu'ils se sont mariés.